Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Donc, avec cette dernière mini-conférence, je vais analyser avec vous ce thème un peu étrange du lien entre conflit et musique. Comment le conflit peut changer la musique d'un peuple, comment l'expérience du conflit peut être traduite à travers la musique. Moi, je travaille en Afrique orientale, au Kenya, dans cette région Anvers, le Samburu County. Moi, j'ai travaillé sur deux terrains, ici au sud à l'Onungokwe et au nord, sur le mont Nyiro, entre Toum et Sautor, ici. C'est un des endroits les plus dangereux, considérés comme les plus dangereux du Kenya, à cause justement d'un conflit entre deux populations pastorelles, le Samburu et le Turkana. Moi, je travaille avec le Samburu, un peuple de pasteurs d'origine nilotique. Leur société est dite à classe d'âge. Ça veut dire que le rôle des individus, les tâches du travail qu'ils doivent accomplir sont réglées par rapport à leur âge, à leur appartenance à un groupe d'âge déterminé. Par exemple, chez le Samburu, on a plusieurs promotions générationnelles et deux classes d'âge, celle des guerriers et celle des anciens. Tous les hommes font partie de la classe d'âge des guerriers pendant leur jeunesse, de 15 à 30 ans. Et après, ils passent à la classe d'âge des anciens. Tant qu'ils sont guerriers, ils doivent protéger leur communauté, protéger le troupeau, voler, s'il est possible, le bétail des populations ennemies, comme les Turkana. Une fois qu'ils passent à la classe d'âge des anciens, ils acquièrent le pouvoir politique, le pouvoir religieux, le contrôle économique du bétail, la totale. Ce que j'essaye de comprendre avec ma recherche, c'est justement les liens entre cette structure sociale tout à fait particulière, mais très commune en Afrique nord-orientale, et la pratique musicale. Donc, comment la musique peut rendre évident la distance sociale entre les classes d'âge, ou même générer, faire partie du processus qui engendre le groupe d'âge. Aussi, comment la musique peut créer un lien entre les membres du même groupe d'âge. À travers la composition de répertoires différents ou à travers la danse, comme dans l'exemple que je vous montre là. C'est une danse qui s'appelle Mparingoi. Elle fait partie du répertoire des guerriers et des anciens. Mais les anciens, la danse l'exécutent avec les femmes épousées. Et les guerriers la répètent avec les filles célibataires. Donc, vous voyez, à travers la danse, on peut comprendre plein de choses. Ici, par exemple, guerriers anciens, ils doivent exécuter la même danse, mais même s'ils se trouvent le même jour, dans le même lieu, ils participent à la même cérémonie et ils exécutent la même danse, ils le font de façon séparée. Ils montrent à travers la danse de faire partie de deux groupes d'âge différents. Et ils le disent aussi. Les anciens disent, nous, on ne danse pas avec les guerriers, on ne se mélange pas avec eux, on fait partie d'un autre groupe. Les guerriers, ils disent la même chose. Donc, très clair, fini. Et alors, non, pas du tout. Moi, j'ai commencé ma recherche au sud. J'ai observé ce dispositif chorégraphique que vous avez vu, de la division pendant les danses cérémonielles entre guerriers et anciens, des dizaines de fois. Et ça, c'est très commun dans tout le Samburu County. Après, j'ai décidé de me déplacer justement pour tester mes hypothèses. Je suis parti pour le mont Nyiro, au nord, dans le territoire du conflit, pour voir s'il y avait des différences dans la pratique musicale par rapport aux communautés du nord et les communautés du sud. Et voilà ce que j'ai vu. C'est toujours Mparingoi, la même danse qu'avant, mais au nord. Alors que là, on a anciens
et guerriers qui dansent ensemble. C'est une grosse différence. Hein? Moi, j'étais là avec ma caméra. Le premier jour, ça c'était le premier jour de travail au Nord, pendant ma première cérémonie, et je pensais, alors moi, je n'ai rien compris. Mais en fait, j'ai décidé de comprendre ce qui arrivait, pourquoi il y avait une différence tellement grande par rapport à la pratique musicale entre Nord et Sud. D'abord, j'ai vu qu'en général, en dehors du domaine musical, guerriers anciens au Nord semblaient faire partie du même groupe. Ce que j'avais vu au Sud, cette grande distance entre eux, elle était beaucoup plus faible. Et en plus, il m'avait dit, oui, même nous, jusqu'il y a 20 ans, on dansait séparément. Guerriers d'un côté avec les filles, anciens à l'autre côté avec les femmes épousées. Qu'est-ce qui est arrivé pendant les derniers 20 ans? Moi, je ne comprenais rien. Un jour, un chef de guerrier me dit, bon, tu ne comprends rien encore. Nous et les anciens, on danse ensemble parce qu'on s'aime ici. On s'aime à cause de la peur. Au Sud, ils ne s'aiment pas car il n'y a pas la peur. C'était évident ce qu'il m'était en train de dire. Il me voulait dire qu'à cause du conflit avec les Turkana, le rapport entre guerriers anciens s'était serré au Nord, alors qu'au Sud, où il n'y a pas la guerre, tout continuait comme avant. Et donc, en fait, le conflit entre Samburu et Turkana, c'est un conflit plutôt ancien. Il date probablement de la moitié du XIXe siècle. Il a toujours été basé sur le vol de bétail, aux lances, aux flèches, aux arcs. Mais qu'est-ce qui est arrivé il y a 20 ans? Pourquoi ce changement? Eh bien, au début des années 90, les guerres, plusieurs guerres en Afrique orientale, dans la Corne d'Afrique, je pense à la guerre en Somalie par exemple, ont engendré un flux d'armes à feu gigantesque dans toute la région qui a touché même le conflit le plus petit, comme celui totalement connu ici entre Samburu et Turkana. Et donc, à partir du début de 1990, les Turkana ont commencé à attaquer les villages Samburu aux armes à feu, une nouveauté absolue dans le nord du Samburu County, à détruire, à voler du bétail, à tuer des gens. Bon, d'abord, les Samburu sont trouvés être des victimes de ces attaques. Et après, ils ont décidé, bon, d'abord, d'acheter eux aussi des armes à feu. C'est évident qu'aujourd'hui sont plutôt diffuses parmi les guerriers Samburu. Et il y a une autre chose qui s'est passée, plus importante du point de vue social. Les anciens ont commencé à partir en raid pour voler le bétail des Turkana avec les guerriers. Alors qu'avant, c'était les guerriers qui partaient en raid pour voler le bétail des ennemis. Ils ont créé une alliance militaire parce que leurs ennemis étaient devenus trop forts du point de vue militaire. Et donc, évidemment, les guerriers ils n'arrivaient plus à faire ce qu'ils faisaient avant. Ils ont créé une alliance militaire, mais pas seulement ça. Ils devaient être présents pendant la raid, pendant les vols de bétail, pour contrôler ce flux de bétail volé gigantesque. Car avec des armes à feu, on peut voler beaucoup plus de bétail qu'avec des lances. Donc, ils doivent être là pour voir un peu ce qui se passe. Et donc, vous pouvez voir comment, à travers l'analyse des pratiques musicales, de la danse, on peut comprendre des éléments de la société qui sont très complexes. Donc au Sud, comme au Sud, la danse soutient et renouvelle dans le temps la distance sociale entre les classes d'âge, de la même façon, au Nord, la pratique musicale, la pratique chorégraphique s'est réinventée pour soutenir une nouvelle entité sociale, qui est l'union militaire entre guerriers anciens.
Donc ça a démarré d'une simple question d'ethnomusicologie. Pourquoi au nord ils dansent ensemble alors qu'au sud ils dansent séparément? Et on est arrivé à comprendre un processus de changement social extrêmement profond. Avec le prochain exemple, je vais vous montrer un autre aspect du lien entre conflit et musique, plus classique. La pratique de composer des chants qui parlent des raids, des vols de bétail. Les guerriers le font depuis très très longtemps, avant l'époque coloniale. Ils composent des chants, après être partis en raid, le souvenir se cristallise et il crée une source de mémoire collective autour de laquelle le membre du même groupe d'âge se sert. Donc je vous montre un entretien que j'ai fait il y a quelques mois d'ailleurs avec un guerrier du Mont Niro qui nous parle d'un raid auquel il a participé en 2009. Et après, on va écouter et lire avec des sous-titres le chant qui a été composé sur ce raid-là. On va voir comment le souvenir du vol de bétail a été réélaboré à travers la musique. Anio e shomo tungana loloko tenjore ne. Ma, kaya ko misile. Kata sile. Kaya gua sarangai nere ungishu. Nere wo ungishu wo. Katitin aja. Ari. Nere wo gua sarangai katitin nabo. Nejo tungana ubala kinesile. Oke deh ta. Etara bakal tungana. Katara bakal. Hai aja. Tungana. Wari. Ware. Marna na alpayani. Almar. Olgume yobo. Olgume obo. Kadar almar olgume yobo. Sawa sawa. Na ya ta sile. Na kaya sile kaya olgume ngishu. Nejo almar. Iku fona yu ala kinya. Na ngishu. Nere wona olgume ngishu. Nubuno amanyene. Ene. Ni tam ngishu. Kasham ni baral bayani nere olgume. Kasham almurra. Amuge jona? Ikala kisil. Mere ulgume ngishu ang pesha. Aga shamul bayeni na shamal bagal murra. Keti ni ngokene te kipok. Anyo che io il mar ne ti abbaga il payani tenjore. Che io ma? Na mayana. Lakini mare mayana ta pen. Mare mayana pen chiara bagal bayeni. Chiara abbaga il payani. E sham il metilin ne ti abbaga il payani. Kasham. Anyo. Kore da na njore poi. Kopo to ngana pok. Ora bagal bayen. Amuke kumo. Amuke kumo nere wa ba ngishu. Ngai yolo nengor supat. Eso va dir marra lek. Amuke ten. Che ten el marro len. Nirrinyi ngishu nere wal bayen. Norul kume nere wal bayen. Ikuatel marra rashun kulle. Itintae te die. Che tin jore sapok ke perde ide. Nubunul to ngana aja. Ongan. Nubuna e wara ngishu tana gidi angana. Kwere nigi peri sorom berota. Kwere anata. Nubun. Aja ngishu parkeji. Nubun adu ngishu tene na anata. Iki kwete wonteli. Nongor ndio kweteta. Koto do anakata. Nejela lokop. Murra. Enyo ton tar to ngana amlo bunu letingishu. Nara jel marrel kishuro to nekwete nejinga to ngishu na kata. Olkume nongor. Nongor olkume. Oleng nongor yolkume oleng. Abake ntai. Abaki yo nekwete olkume oleng. Oninche. Nekwete marro oleng. E tu atal tungana. Koto olkume yo. Olkume obo. Lokop meata. Agini kikumo olkume ata shida hii. Geta shida. Kidila meata ngejo. Kidila meata nkaina. Ai. Olo bono ayatene epuito. Katar ndongani motor. Motua lakini itongoro. Lakini katemera wale. Itongoro. Katongoro wale. Yana class. Siomare. Ishwari. Gishu kitwa na kini punini. Gishu kutwa. Ongini nabo. Tata. Miata ye gishu
Lengiore leangata. Agno. Di temera. Agno. Oh. Ndiye mama moya dungani le me yolo ogundare mama ogudongoro dongoma Ndiye mama moya ogudongoro dongoma ogundare mama odal gjadan geshiro Ndiye mama moya doya baba mimiki Wagundare mama wanadara sigaran Ndiye mama oya Ndiye mama oya Kesi bagi darai Wagundare mama udal gjadan geshiro Ndiye mama oya Ndiye mama oya Siwarigo daragwa Wagundare mama udongo ina mairori Ndiye mama oya Ndiye mama oya Kodongoro madanya Wagundare mama udal brigeli joguti Ndiye mama oya Ndiye mama oya Yar. Ingar? Ya kar. Kar deh. Aïe. Donc, est-ce qu'on a des questions? J'étais un petit peu étonnée de la manière dont le jeune homme témoignait, en souriant et de manière très légère, alors qu'il s'agit quand même d'un conflit avec des morts, avec une sorte de guérilla, du danger. Est-ce que c'est le fait que c'est une sorte de tradition, ces vols, qui fait que c'est tellement intégré à la culture qu'il semblerait qu'il n'y a pas de peur, pas de sentiment, ni de culpabilité même? Ah, tout à fait. C'est justifié au niveau social complètement. C'est une pratique extrêmement ancienne. Le père de ce guerrier-là, son grand-père, son arrière-grand-père, tous, ils sont partis en raid, tous, ils ont essayé de tuer quelques ennemis. Donc, ces gens-là sont grandis avec l'idée qu'être guerrier veut dire aussi passer par ça, par des actions de violence qui sont socialement justifiées, et à travers un processus de déhumanisation des ennemis. Ils ne souffrent pas à penser à tuer un autre être humain s'il est en Turkana. Ils m'ont dit des choses terribles parfois, et moi je devais rester là pour continuer à faire partie du groupe, mais ils me disaient, moi, si je mets un couteau dans les yeux d'un Turkana, pour moi c'est comme une chèvre. Donc oui, c'est totalement justifié au niveau social. En fait, je voudrais rebondir sur la question qui a été posée. Comment se passe l'arrivée d'un ethnomusicologue sur un terrain qui est en conflit? Comment est-ce que l'ethnomusicologue est pris à partie en fait entre les deux groupes, entre les différentes classes qui sont en conflit? Tu demandes mon expérience à moi. Oui, pour vous personnellement. Moi, le problème est que je n'avais pas compris exactement l'entité du conflit. Moi, je savais qu'il y avait des désordres comme ça, mais j'ai tout découvert quand je suis allé sur le Mont Niro, qu'il y avait cette quantité énorme d'armes à feu, des fusils automatiques en général. Moi, je n'avais pas une idée précise. C'est pour ça, c'était un choix un peu inconscient aussi. Mais après, rien ne s'est passé. Je me suis rendu compte du danger quand quelqu'un m'a demandé « Mais si tu meurs, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ton pays va récupérer ton corps ?»
Et là, j'ai dit, bon, peut-être c'est un peu plus dur de ce que je pensais. Combien de temps vous êtes resté sur le terrain pour rentrer dans le groupe, enfin, pour être accepté? Est-ce qu'au début, ça a été compliqué Oui, c'était très, très compliqué. Au nord comme au sud, à cause des stéréotypes sur les Blancs. Ils voient les Blancs comme une source d'argent. Donc il est très difficile d'avoir des rapports d'amitié parce que pour eux, nous, on doit payer pour rester là, pour parler avec les gens, pour filmer les danses. Tu peux imaginer. Mais au nord, que c'est un peu plus isolé, ça a été plus facile. Au début, même ils me viraient des cérémonies, qu'est-ce que tu fais là avec ta caméra, tu dois partir ou payer. Moi, je me suis toujours refusé de payer, par exemple. Mais au nord, j'ai eu moins de problèmes, effectivement. Après, les Samburu sont des personnes extrêmement dures. Notre stéréotype sur l'Afrique, des gens toujours heureux, ils ne sont pas comme ça, moi, pour mon expérience à moi. Pour arriver à établir un lien d'amitié avec eux, ça a été extrêmement difficile. Être accepté. Ah oui, 1 an et demi jusqu'à présent. Est-ce qu'ils sont conscients qu'un conflit ne reste pas longtemps un conflit de basse intensité avec des kalachnikovs? Est-ce qu'ils sont conscients de quoi? Conscients qu'un conflit ne reste pas longtemps un conflit de basse intensité quand on remplace les arcs par des kalachnikovs? Oui, parce qu'on parle d'un conflit à basse intensité, parce qu'il n'y a pas une guerre qui continue dans le temps. C'est plutôt composé par des épisodes sporadiques d'attaques, de vols de bétail. Donc, avec les lances ou avec la Kalachnikov, c'est toujours comme ça. Ils attaquent, ils volent du bétail et ils retournent chez soi. Le problème, c'est que ça continue depuis le 19e siècle. Mais on parle encore d'un conflit à basse intensité. Est-ce que c'est vous qui posiez les questions? Oui, enfin, oui. Oui, c'était moi. Ah, c'était oui. une des tâches les plus difficiles à prendre le Samburu. Combien de temps? Quoi? Combien de temps? Je suis encore dans le processus d'apprentissage. J'ai fait beaucoup d'erreurs de grammaire. Ça, vous semblez que je parlais très bien, mais en fait, j'étais en train de faire beaucoup d'erreurs de grammaire là. Bonjour, y a-t-il jamais eu des tentatives de rapprochement entre les différents groupes armés afin d'apaiser les conflits et justement de faire en sorte qu'il n'y ait plus de morts et puis de mettre en commun à la limite les bétails? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs missions catholiques, protestantes. Il essaye à chaque fois de faire rencontrer les anciens Samburu avec les anciens Turkana pour faire la paix. Devant les missionnaires, ils disent « Oui, on est d'accord, c'est la paix qu'on doit faire. » Après que le missionnaire part, il dit « Je voulais lui couper la gorge. » Je commence à dire des trucs comme ça. Les Turkans, ils étaient là, je voulais les tuer tous. Nous, on s'en fiche de la paix. Donc c'est juste un théâtre fait pour les missionnaires. Quand il part, ça reprend comme ça. Parce qu'il grandit comme ça. Avec cette idée que les Turkana sont leurs ennemis, voler du bétail de Turkana, c'est bien. C'est la seule façon de devenir un peu plus riche, pouvoir se marier d'ailleurs. Et donc oui, il y a des essais, mais ça ne marche pas. C'est un peu plus complexe que ça. Bonjour. Est-ce que vous avez projet d'aller dans l'autre camp? Ah oui, je vous vois. Est-ce que vous avez projet d'aller dans l'autre camp pour vérifier votre hypothèse? Chez les Turkana? Oui, mais dans le futur, car le problème est que la musique des populations pastorales d'Afrique de l'Est a été presque totalement ignorée jusqu'à présent. Donc, moi, j'ai des possibilités énormes de travail avec les Samburu, mais c'est sûr que je suis intéressé à leur pratique musicale. Mais ça va être après mon doctorat, pas pour l'instant. Non, ils ne parlent pas la même langue, non. Je devrais, si je choisis de partir chez les Turkana. C'est encore plus dur chez les Turkana. Ils vivent dans un endroit incroyable, sans eau, c'est terrible.
Mais ils survivent très bien. Hein. Ils n'ont pas un danger de mort, que choses comme ça. Ils sont tranquilles. Et très forts du point de vue militaire. Oui. Moi, je voulais savoir comment on organise un raid. Donc, qui est qui décide? Les anciens combattants, les guerriers? Qui prend l'initiative d'attaquer? Alors, moi, j'ai dû couper beaucoup cet entretien. C'est un entretien très long que j'ai fait d'une demi-heure. Et il expliquait tout, en fait. Ça dépend. Il y a des raids qui sont menés que par les guerriers. En fait, ça serait la normalité. Ils se réunissent, ils décident de partir en raid. Le chef de guerrier prend la décision de partir. Il part de façon secrète, très souvent, sans que les anciens le sachent. Ou il y a des épisodes comme celui-ci, où les Turkana ont attaqué le village de Samburu, ils ont volé du bétail de Samburu. Et alors, dans ce cas-là, sont les anciens ont dit aux guerriers, partez ou partons pour récupérer nos bétails et bien sûr voler le reste du bétail des Turkana. Par rapport aux mentalités qui semblent être un peu violentes, est-ce que vous croyez qu'il y a un moyen de changer les mentalités? J'ai dit, ils essayent, le missionnaire, le gouvernement du Kenya, ils essayent depuis 50 ans de changer cette situation. Ça n'a pas changé parce que partir en raid fait partie de la composition, de la création des individus, des hommes. Donc c'est difficile de dire à quelqu'un, tu ne peux plus faire ça quand tu sais que ton père s'est formé comme ça, est devenu un homme, un ancien respecté à travers ses expériences militaires. C'est très très difficile à comprendre pour eux. Alors moi, ça fait un peu écho à la question qu'on vient d'avoir et vous avez partiellement répondu. Donc si la société en fait est structurée autour de ces classes d'âge, notamment de la classe des guerriers, est-ce qu'une paix est envisageable? Du coup, c'est un peu la question. Une paix? Oui. Si une paix est envisageable, oui, tout c'est possible, pas pour l'instant. Même si le statut de guerrier, en fait, fait partie de la structure de la société. Oui, tout à fait. Ouais, ce sont deux institutions. Ce n'est pas vraiment une question d'être... que les guerriers sont soumis à l'autorité des anciens. Oui, ils sont soumis, mais... En fait, ils sont deux institutions qui travaillent de façon différente. Oui, bonjour. En fait, j'aimerais savoir si les guerriers et les anciens ils partent à la guerre, qui va protéger la population, en particulier les femmes? Ouais. Oui, c'est vrai. En fait, un autre raid comme ça, où tous les guerriers et tous les anciens sont partis, ce que me disait, c'était exactement ça. Il n'y avait resté dans le village que l'homme plus vieux du village. Donc, effectivement, c'est une bonne question. Et c'est intéressant que les anciens rapprochent ça aux guerriers. Ils disent, vous partez en raid, vous nous laissez ici sans protection, quand ils partent en raid sans leur permission, alors qu'eux, ils font la même chose. Donc, c'est un peu utilisé comme ils veulent, cette truc-là. Oui, je me demandais si, avec l'apparition des armes à feu, il y avait un apprentissage quand même des armes traditionnelles, ou pas? Une perte d'apprentissage, oui. Tout à fait. Ah oui. Oui. Aujourd'hui, les guerriers appellent les lances les cuillères. Donc pour eux, ce sont des objets qui ont perdu toute leur utilité. Il n'y a que ce mythe de la Kalachnikov. Ils vivent avec leurs armes à feu. Donc oui, l'apprentissage des lances et des arcs est en train de disparaître au nord. Au sud, où il n'y a pas la guerre, il y a encore des lances, des arcs et flèches, ça continue. Bonjour. Donc ce conflit... C'est intéressant. Hein. Est-ce que je peux répondre à madame avant? Comme j'ai dit, les Turkana, ils ont obtenu les armes à feu d'abord, avant le Samburu, et sont encore les Turkana à vendre les armes au Samburu. C'est fou. Hein? Individuellement, pas en tant que groupe ethnique, entre guillemets, il y a des gens qui, pour gagner un peu d'argent, vendent les armes à ceux qui les attaquent. Hein? Oui, on a 22 secondes. Bonjour. Ce conflit, donc, il dure de... Oui, pardon. Ah, allô. Ce conflit, donc, il dure à peu près depuis 2 siècles. Il y a un des clans qui prend le pas sur l'autre et un jour peut amener à la disparition d'un
d'un groupe ou pas? Il y a un groupe qui prédomine en fait? Oui. En général, l'idée, même au niveau historique, est que les Turkana sont plus forts. Ils ont toujours été plus forts parce qu'ils sont plus nombreux, parce qu'ils attaquent anciens et jeunes ensemble. Ils ne connaissent pas cette division forte entre guerriers et anciens. Donc ils sont toujours plus nombreux. Et les Sambous ont toujours été les victimes des Turkana. Mais s'ils sont encore pas disparus jusqu'à présent, ça ne va pas arriver très facilement. Spécialement dans le Kenya moderne, ça ne va plus arriver. Bon, on a terminé. Merci.